Bonjour, on va parler aujourd'hui de L'existentialiste, c'est un humaniste de Jean-Paul Sartre. Alors, petit livre assez court de philosophie existentialiste. Alors, j'ai souligné des passages, mes passages préférés dans le livre, je vais vous les lire. Alors, ça sera pas tant long que ça. Alors, Jean-Paul Sartre, pour commencer, disait Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, évidemment, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça ressemble aussi à une phrase qui dit que le travail de soi est sans doute le plus difficile, mais le plus important pour pouvoir ensuite aider les autres. T'sais, avant de pouvoir aider les autres, parfois, il faut s'aider nous autres mêmes. Alors, tout simplement. Après ça, il dit un peu plus loin, l'existence précède l'essence. Euh, ou si vous voulez, qu'il faut partir de la subjectivité. Alors, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est que si l'existence précède l'essence, c'est que avant de justement de faire le bien, il faut faire un travail de soi que Sartre appelle la subjectivité. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est qu'on doit faire un travail de soi avant de pouvoir faire sa vie. C'est-à-dire que c'est par nous, êtres humains individuellement, qui devons construire notre vie par existentialiste pour que l'existence précède l'essence. La production précède l'existence. La production précède... Là, il y avait sûrement un contexte. Ok. Bon, je viens de réfléchir sur celle-là. Probablement, ce qu'il voulait dire quand il disait la production précède l'essence, c'est que on n'a pas le choix de produire dans la vie, en tout cas du moins dans notre monde capitaliste. Donc, il faut vivre, même il faut survivre avant de pouvoir exister au sens philosophique du terme. Qu'est-ce que signifie que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, se surgit dans le monde et qu'il se définit après. L'homme tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Okay? Selon l'existentialiste, l'homme est d'abord rien, c'est lui qui doit se construire, comme j'ai dit. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. C'est aussi ce qu'on appelle la subjectivité. L'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. La première démarche de l'existentialiste est de mettre tout homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Donc, comme j'ai dit, c'est l'homme qui est responsable de son existence. C'est pas Dieu qui est responsable de ton existence. C'est pas des dieux qui sont responsables de ton existence. Ce n'est pas ton patron qui est responsable de ton existence. C'est toi-même. D'accord? Nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Alors ça, c'est intéressant. Il dit pas que l'homme est responsable de sa propre personne. Tu sais, je veux dire, c'est quand même clair. C'est pas qu'on est responsable seulement de nous, mais c'est que la finalité aussi de l'existentialisme, c'est d'être responsable de nous pour ensuite être responsable de tous les hommes. Parce que, comme le dit le livre, l'existentialiste c'est un humaniste. Et un humaniste, c'est pas un humaniste individuel, c'est un humaniste collectif, voire altruisme. C'est ça l'humaniste. Euh, Subjectivisme veut dire d'une part choix du sujet individuel par lui-même et d'autre part impossibilité pour l'homme de dépasser la subjectivité humaine. Mais par là, nous voulons aussi dire qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. Donc ça revient un peu à ce qu'on dit. Si on se choisit, si on crée une certaine pensée, une certaine philosophie, ou du moins qu'on fait une certaine production dans notre vie, eh bien, ça l'affecte, veut pas, tous les hommes. C'est ce que l'existentialiste veut dire. Ou du moins une grande partie d'hommes. Si je peux nuancer ça. Euh, Après ça, on va commencer ça. L'homme qui s'engage et qui se rend compte qu'il est non seulement celui qui choisit d'être, mais encore un législateur choisissant en même temps que soit l'humanité entière, ne saurait échapper au sentiment de sa totale et profonde responsabilité. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter là-dessus.
Et chaque homme doit se dire, suis-je bien celui qui a le droit d'agir de telle sorte que l'humanité se règle sur mes actes? Bon, ça c'est un petit peu du Kant, là, ici. Mais, alors, voilà que Sartre dit. Je répète, suis-je bien celui qui a le droit d'agir de telle sorte que l'humanité se règle sur mes actes? Donc, ça fait réfléchir. Donc, je répète, c'est un certain... j'ai oublié le concept, là. C'est pas le sensualiste ni l'utilitariste, c'est l'autre. Là. Mais c'est de dire que finalement, c'est pour faire réfléchir. Personnellement, c'est pas le Kant la vision de l'éthique de Kant n'est pas ma préférée. Moi, je préfère l'utilitariste, même que l'utilitariste aurait quelques modifications à faire à mes yeux, mais ça fait quand même réfléchir de dire si je fais telle action ou si je dis telle chose, est-ce que tout le monde s'y ferait la même chose que moi, le monde irait mieux? Si oui, peut-être que tu es dans une bonne voie. En général, peut-être que tu es dans une bonne voie. Je dirais même à dire que tu l'es probablement. Tous les chefs connaissent cette angoisse. Cela ne les empêche pas d'agir, au contraire, c'est la condition même de leur action, car cela suppose qu'ils envisagent une pluralité de possibilités et que lorsqu'ils en choisissent une, ils se rendent compte qu'elle n'a de la valeur que parce qu'elle est choisie. Bon, je sais pas c'est pourquoi j'avais souligné ça, mais c'est pas grave. Alors, ah oui, ça va me permettre ça va me permettre de nuancer l'existentialisme, en tout cas de dire ma subjectivité par rapport à ça. Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. C'est là le point de départ de l'existentialisme. » J'espère qu'ils sous-entendent que le point de départ veut dire qu'on rajoute des choses pour nuancer ça, parce que je ne crois pas que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Ok? Ce que je me moque d'une certaine partie de la philosophie, de toute l'histoire de la philosophie, de toute pensée philosophique, rien plugger mon fil parce que mon ordinateur est aveugle de plus avoir de batterie, c'est que il y a souvent des philosophies que j'appelle black and white, noir et blanche. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Ça veut dire quoi, ça, tout est permis? Ça veut-tu dire qu'on peut tuer les gens? Parce que quand on dit tout est permis, il n'y a aucune nuance, là. OK? Si on dit tout est permis, ça veut dire tout est permis. Puis on sait ce que ça veut dire tout est permis. Bon. Mais je crois pas que tout est permis. Je crois pas que tout est permis, puis vous savez très bien ce que je veux dire quand je dis que je ne crois pas que tout est permis. Alors, non, je ne crois pas que tout est permis. Je crois que faut pas faire le mal. Faut faire le moins possible le mal, que ce soit pour nous ou pour les autres. Je crois que on n'est pas permis de voler, on n'est pas permis de violer, on n'est pas permis de violenter, on n'est pas permis de faire de la violence. Non, je crois pas que tout est permis si Dieu n'existe plus. Après ça, il dit, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre. L'homme est liberté. Ça, je pense que je suis plus d'accord à ce niveau-là. Au niveau de la question du déterminisme, je vais avoir encore besoin de beaucoup de réflexion. Parce que présentement, on dirait que je me crois déterminisme. Mais en même temps, je ne crois pas parce que on a tout un libre arbitre. On a toujours le choix. Tandis que le déterminisme, c'est vraiment une fatalité. Là. C'est vraiment qu'il y a un destin déjà défini a posteriori. Est-ce que j'ai de la misère à penser à ça. Tandis que, mettons, si on prend comme le stoïcisme, là, on dit, tout est comme rien n'arrive pour rien, il y a un certain destin, mais on a quand même le libre arbitre. Donc, j'aime mieux le stoïcisme que le déterminisme à ce niveau-là. C'est ce que j'exprimerais en disant que l'homme est condamné à être libre. Donc, c'est ce que Jean-Paul Sartre dit, l'homme est condamné à être libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Encore une fois, il est responsable de tout ce qu'il fait. Ça demanderait une réflexion. Mais probablement que c'est plutôt vrai. Probablement que c'est plutôt vrai qu'on est responsable de tout ce qu'on fait. L'homme est l'avenir de l'homme. Évidemment.
L'avenir, on sait un peu c'est quoi de plus en plus. Ben, on sait un peu c'est quoi, plus ou moins. Mais par rapport à ça, je ferai une parenthèse pour vous dire que parce que l'homme est l'avenir de l'homme, euh, l'homme est l'avenir de l'homme, ça veut aussi dire l'avenir de l'homme est l'hyper-humain ou le post-humain et même le transhumain. Donc, je vous inviterai à vous informer sur le transhumanisme, sur les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, parce que où c'est que l'homme est l'avenir de l'homme dans les prochains siècles, ou peut-être même avant d'ailleurs. Hein. Il y en a qui pensent que ça va être dans 50 ans, la fin de l'humanité. Mais l'homme va réussir à créer des robots plus intelligents que l'homme. Et des êtres humains mélangés avec des robots, ok, ce qu'on appelle les transhumains, qui vont avoir par exemple des microprocesseurs dans la tête pour avoir un quotient intellectuel euh, vraiment augmenté. Mais tout ça pour dire que si l'homme est un loup pour l'homme, ce que je crois en grande partie, ou dit autrement, où c'est que de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, si les hommes vont créer des robots plus intelligents que les humains, et ainsi que les hommes vont pouvoir contrôler les robots, il se peut aussi soit que les robots puissent contrôler les hommes, ou que les hommes contrôlent les robots, mais du moins que les robots se tuent entre eux, ainsi que les humains se tuent entre eux. Parce que vous savez qu'il y a de l'homme qui a l'hommerie, il sait qu'il y a des robots, il va y avoir de l'hommerie. C'est-à-dire que... comment je vous dirais ça? La bombe nucléaire, on dirait qu'on a plus de contrôle là-dessus. Mais les robots, ça va être accès à tous dans les prochaines années parce que les coûts de production, notamment des nanotechnologies, vont être de moins en moins chers. Donc tout le monde va y avoir accès. Puis il y en a qui vont s'en servir non pour faire un bien, mais pour faire un mal. Ça, je pense que ça va mener à la fin de l'humanité, mais c'est un autre sujet. Je ferme la parenthèse. Donc l'homme est l'avenir de l'homme et l'avenir de l'homme, c'est la fin de l'homme. C'est ça que je voulais dire. D'une part, une morale de la sympathie, du dévouement individuel, et d'autre part, une morale plus large, mais d'une efficacité plus contestable. Soyez charitables, aimez votre prochain, sacrifiez-vous à autrui, choisissez la voie la plus rude, etc., etc. Bon, pas vraiment de quoi à rajouter là-dessus. Ne traitez jamais les hommes, les autres comme un moyen, mais comme une fin. Bon, là, il faut que je lise le contexte. Ainsi, en venant me trouver, il savait la réponse que j'allais lui faire. Je n'avais qu'une réponse à faire. Vous êtes libre. Choisissez, c'est-à-dire inventez votre vie. Aucune morale générale ne peut vous indiquer ce qu'il y a à faire. Bon. Ça, c'est une petite partie que j'aime un peu moins. Moi, je pense qu'il y a certaines morales qui peuvent vous indiquer ce que vous devez faire. Je pense que il doit y avoir une morale, voire des morales. Par contre, effectivement, il ne faut jamais être d'un dogmatisme, mais il faut s'accrocher à la morale. Et encore plus à l'éthique. On doit s'accrocher à ça en gardant notre sens critique en tout temps. Mais c'est faux, encore une fois, c'est du black and white que de dire que aucune morale, il dit aucune, là, aucune morale générale ne peut vous indiquer ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a certaines morales, oui, qui peuvent vous indiquer ce qu'il y a à faire. L'éthique, pour en être un bel exemple, ou faire le bien, ou procurer le bonheur aux autres. Ça peut être des... Vous voyez, on peut s'attacher à certaines morales. Le délaissement implique que nous choisissons nous-mêmes notre être. Le délaissement va avec l'angoisse. Alors, l'angoisse fait en sorte qu'on n'est pas capable de se choisir et ainsi de pouvoir évoluer. L'angoisse fait en sorte qu'on reste dans une certaine bulle, justement, qui nous empêche notre évolution par impulsion universelle. Étant donné que l'homme est libre et qu'il n'y a aucune nature humaine sur laquelle je puisse faire fond. Bon, c'est une partie que j'aime plus ou moins. Étant donné que l'homme est libre et qu'il n'a, encore une fois, black and white, aucune nature humaine sur laquelle je puisse faire fond. La philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est de penser par rapport aux pensées des autres penseurs. Et aussi
de penser par soi-même. Bon, Étienne Klein, je fais une parenthèse, disait que la philosophie, c'est pas du tout de penser par soi-même, mais c'est que de penser par rapport à la pensée des autres penseurs. Moi, je dis que c'est, bon, en grande partie, grâce à la pensée des autres penseurs, mais aussi avec notre avec soi-même. C'est-à-dire que le philosophe pense aussi par soi-même, en pensant avec la pensée des autres. Sinon, c'est quoi un philosophe? Hein? Si tu veux pas penser par soi-même, c'est quoi un philosophe? Alors, je répète la phrase pour revenir là-dedans. Étant donné que l'homme est libre et qu'il n'y a aucune nature humaine sur laquelle je puisse faire fond. Ben moi, je pense que oui. Je pense qu'Épicure peut être un modèle. Je pense que le stoïcisme peut être un modèle. Je pense même que Platon pourrait être un modèle. Je pense qu'il y a certains modèles de nature humaine qu'on peut prendre avec Sens Critique, encore une fois. Puis je pense qu'il y en a que c'est quasiment inévitable au niveau de la philosophie. Alors, il ne s'agit pas encore une fois, je m'en répète, puis je radote la même chose que j'avais dit, mais il ne faut pas être dans le dogmatique. Mais il y a ce que les autres ont pensé avant moi, je trouve que c'est fondamental d'y penser. Le stoïcisme, pour ma part, l'épicurisme, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, les pensées de Nietzsche, par exemple, les pensées de Spinoza, par exemple, les pensées voyons, comment il s'appelle? Aïe, voyons. Lui, là, qui a fait beaucoup en 1500 quelques, si je me trompe pas. Voyons, j'ai oublié. C'est triste, ça. J'ai oublié le nom d'un philosophe très, très important. En tout cas, bref, je pense que oui, par la pensée des autres philosophes, on peut s'accrocher à une certaine nature humaine tout en créant notre propre. C'est les deux, là, tu sais, voyez-vous, là, moi, je pense que l'existentialiste, c'est un petit peu black and white là-dedans. C'est les deux. Tu prends, mettons, il y a un philosophe, tu prends ce que t'aimes, mais tu rejettes ce que t'aimes pas avec Sens Critique. Quoi? Non, je fais une autre vidéo, va-t'en. Puis là, c'est ça. C'est mon frère qui me dérange encore. Bon, là, j'ai été déconcentré. Ah, c'est ça. Un philosophe, tu prends ce que t'aimes et tu laisses ce que t'aimes par Sens Critique. Un autre philosophe, tu prends ce que t'aimes. Bon, encore du Sens Critique, mais on doit s'accrocher à la pensée des philosophes antérieurs. C'est ça que je veux dire. L'existentialiste, lui, dit ah, mais non, mais faut créer notre vie avec soi-même et seulement avec soi-même. Je pense que les connaissances, les expériences et le monde qui nous entoure peut nous aussi nous aider. Les choses seront telles que l'homme aura décidé qu'elles soient. Ça, c'est pas mal incontestable. C'est encore... Non, on peut nuancer ça encore. Les choses seront telles que l'homme aura décidé qu'elles soient. Je comprends ce qu'il veut dire, mais il y a aussi la nature. S'il y a un ouragan, oui, l'homme y a contribué. Mais en même temps, sans être climato-sceptique, peut-on dire que dans l'histoire, par exemple, la nature a eu des hauts, des bas. Il y a eu des moments plus froids dans l'histoire, il y a eu des moments plus chauds dans l'histoire, il y a eu des moments aussi qu'il y a eu des plus grandes catastrophes naturelles dans l'histoire, et que c'est des fatalités, l'homme ne peut rien y faire. Donc, les fatalités existent. Je pense par exemple que la mondialisation est une fatalité. Je pense par exemple que l'intelligence artificielle est une fatalité. Le transhumanisme est une fatalité. Je pense que l'évolution est une fatalité. Je pense que le transhumanisme, je sais pas si je l'ai dit, est une fatalité. Je pense que des choses qu'on peut rien y faire, ça va se transformer de plus en plus. Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre. Bon, ça c'est une évidence. Il n'y a de réalité que dans l'action. Ça, c'est aussi une évidence. Parce que la réalité, c'est comme notre pensée au niveau de notre psychique, de notre intellect qui est mis au niveau matériel dans le monde. Alors, c'est sûr que l'action, c'est au niveau pragmatique. Alors, la réalité, c'est pragmatique, c'est matériel. Donc, il n'y a de réalité que dans l'action, effectivement. L'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. Dessine sa figure, et en dehors de cette figure, il n'y a rien.
Je vais nuancer ça encore, les amis. La philosophie, pour vrai, là, beaucoup de pensées philosophiques ont besoin énormément de sens critique, de nuances. Vraiment, là, les philosophes, parfois, ce que je critique le plus chez les philosophes, c'est que il manque de nuances. Il manque d'authenticité au sens psychologique du terme. C'est-à-dire de nuancer ses propos et de démontrer un certain jugement critique. Alors, c'est le cas de Jean-Paul Sartre dans son œuvre L'existentialiste est un humaniste. Alors, si j'en répète, l'homme s'engage dans sa vie, dessine sa figure et en dehors de sa figure, il n'y a rien. Mais on a notre corps matériel. On dessine notre figure au niveau de notre pensée philosophique, mais il demeure quelque chose d'inné. La pensée philosophique, c'est l'acquis. Il y a un peu d'inné au niveau de la philosophie, mais la plupart de notre philosophie, c'est acquis. Et oui, c'est nous qui l'acquiert. Mais il demeure un corps matériel, il demeure que nous sommes quelque chose quand même si nous n'avons pas d'idéal ascétique, ou nous n'avons pas une certaine pensée. Comprenez-vous? C'est-à-dire que je ne pense pas que, exemple, quelqu'un de trisomique 21 qui ne fait pas de philosophie, quelqu'un de trisomique 21 qui ne sait pas créer d'idéal, qui ne sait pas dessiner une figure, comme Sartre appelle, est quand même un être, est quand même un individu, est quand même quelque chose qui existe au sens philosophique du terme. C'est ce que je veux dire. Ce que nous voulons dire, c'est qu'un homme n'est rien d'autre qu'une série d'entreprises, qu'il est la somme, l'organisation, l'ensemble de relations qu'il constitue ces entreprises. Ça, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est assez clair aussi. Ce que dit l'existentialiste, c'est que le lâche se fait lâche, que le héros se fait héros. Il y a toujours une possibilité pour le lâche de ne plus être lâche, et pour le héros de cesser d'être un héros. Donc, un certain perspectivisme, une certaine évaluation du moins. Ça c'est effectivement vrai. Quelqu'un qui est pauvre, je pense que la capacité d'être riche, surtout dans les pays où c'est que les valeurs sont davantage de gauche, je pense que quelqu'un qui n'est pas intelligent peut le devenir. Évidemment, c'est 90 ans, c'est un peu difficile. Mais si, par exemple, l'intelligence, si je parle d'une intelligence, ça peut être pour la force physique, ça peut être pour toute évolution. Quelqu'un a la capacité de s'évoluer dans quasiment tous les aspects de sa vie. Ça, il y a des affaires qui sont inatteignables. Là. Si vous désirez être millionnaire dans un an, les probabilités sont faibles. Ça vous prend vraiment un miracle ou quelque chose du genre. La chose qui permet à l'homme de vivre, c'est l'acte. Très important. La philosophie, c'est important. Mais la philosophie, c'est philosophia. Philosophia, amour de la sagesse et amour de la connaissance. Mais la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est notamment, de ce que je veux dire de la sagesse, la partie de la sagesse que je veux définir, parce que la sagesse, c'est très grand. C'est un concept, un très gros concept, la sagesse, mais la sagesse, c'est de penser notre vie, mais de vivre nos pensées. Alors, le sage vit ses pensées, et c'est surtout ça, qui est le plus pertinent, le plus important. Il faut vivre nos actes, il faut vivre nos pensées. Parce que si on a un idéal ascétique, mais qu'on ne le fait pas, ça n'a aucune valeur philosophique. Pour le philosophe ou le sage. Ça, c'est mon opinion. Mais je pense que c'est la réalité aussi au niveau de la philosophie. Quelqu'un qui se crée un idéal, mais qui ne le vit pas, c'est quoi? C'est quoi ta valeur? C'est quoi ta crédibilité? Après ça, il dit, celle-ci, on va reconnaître. Donc, pour qu'il y ait une vérité quelconque, il faut une vérité absolue. Si celle-ci est simple, facile à atteindre, elle est à la portée de tout le monde. Elle consiste à se saisir sans intermédiaire. Bon, il parlait de la vérité, mais la vérité est difficile à atteindre. Je sais pas ce qu'il voulait dire avec ça. Je pense qu'il voulait dire effectivement que tout le monde peut atteindre la vérité, qu'on n'a pas besoin d'être les plus intelligents de la planète pour atteindre la vérité, mais par contre, ça prend parfois et souvent une certaine connaissance, une certaine expérience de la vie pour pouvoir atteindre cette vérité. Mais il dit que la vérité existe. Il se rend compte qu'il ne peut rien être au sens où on dit qu'on est spirituel ou qu'on est méchant ou qu'on est jaloux, sauf si les autres le reconnaissent comme tel.
Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut que je le passe par l'autre. Effectivement, je suis d'accord avec ça, que pouvoir se définir soi-même, il est pertinent que les autres le reconnaissent aussi. Par exemple, quelqu'un qui se prétend philosophe, si je vous dis moi que je suis philosophe, alors que j'ai 19 ans, ça peut être vrai. Mais étant donné que je suis pas reconnu par les autres que je sois philosophe, ou du moins que je n'applique pas tout simplement le concept de philosophe, ben c'est plus difficile pour moi de l'être. Comprenez-vous? Donc la reconnaissance d'autrui peut accomplir notre concept de soi au sens philosophique. En ce sens, ça c'est en passant, je parle des parties du livre, donc faut comme tout le temps couper, tu sais, c'est pas tout un arrière de l'autre. En ce sens, nous pouvons dire qu'il y a une universalité de l'homme, mais elle n'est pas donnée, elle est perpétuellement construite. Ça revient à ce qu'on dit. Donc, on ne devient pas un homme, on ne naît pas, excusez, on ne devient pas existentialiste, on le devient. Donc, la vie se construit. C'est ça l'existentialisme. La vie se construit. Bon, vous savez ce que je veux dire. C'est encore du perspectiviste. Selon les perspectives, on évalue avec notre sens critique, on crée notre identité, on continue d'évoluer. C'est aussi ça la philosophie. Ce que l'existentialiste a à cœur de montrer, c'est la liaison du caractère absolu de l'engagement libre par lequel chaque homme se réalise en réalisant un type d'humanité. Bon. Effectivement, on voit ici une certaine projection selon un mécanisme de défense de Freud. C'est sûr que de niveau subjectif, Sartre dit que finalement, chaque homme se réalise en réalisant un type d'humanité. Effectivement, c'est pas tout le monde qui se préoccupe de l'humanité. Plusieurs se préoccupent de l'individualité de leur propre petite personne. Alors, c'est sûr que ces personnes-là ne créent pas une humanité, donc il faut encore nuancer. Le philosophe, lui, normalement, la plupart du temps, se réalise, mais réalise un type d'humanité. Le philosophe, normalement, réalise un art de vivre. Il l'applique, comme j'ai dit antérieurement, mais il va amener justement à ce qu'il y ait un idéal ascétique que les autres pourront faire aussi. Le philosophe le fait, mais ça ne veut pas dire que le petit paysan ou la personne qui travaille dans une usine le fait nécessairement. Donc c'est pas tout le monde qui le font, mais pour le philosophe c'est important de se réaliser et réaliser un type d'humanité. Il est impossible qu'ils ne prennent pas une responsabilité totale en face de ce problème. Donc je pense qu'il y avait un contexte. On va commencer. C'est toute qu'une phrase, ça. Pour nous, au contraire, l'homme se trouve dans une situation organisée où il est lui-même engagé. Il engage par son choix l'humanité entière. Comme j'ai dit. Eux autres, c'est selon... c'est ton acte, ça l'engage l'humanité entière. Ce que je crois qu'il n'est pas vrai dans beaucoup de cas. Si je fais une vidéo, par exemple, sur l'existentialisme et un humaniste, est-ce que l'humanité entière va être engagée dans ma vidéo? Non, puisque ce n'est pas l'humanité entière qui va regarder ma vidéo, tout simplement. Il est loin de là. Hein? L'humanité entière. Et il ne peut pas éviter de choisir. Ou bien il restera chaste, ou il se mariera sans avoir d'enfants, ou il se mariera et aura des enfants. De toute façon, quoi qu'il fasse, il est impossible qu'il ne prenne pas une responsabilité totale en face de ce problème. Donc ça, c'est vrai. Finalement, d'une certaine manière, que tu le fasses, que tu choisisses de faire une action, ou que tu choisisses de ne pas faire une action, quelle que soit l'action, c'est de choisir quand même. C'est d'avoir le choix de faire l'action. C'est pour ça qu'il dit que l'homme est condamné à être libre. Tout homme qui invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi. Bon. On va nuancer ça encore, s'il vous plaît. Tout homme qui invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi. Est-ce que ça veut dire que je suis déterministe, que je dis que le monde est une fatalité, que je dis que le destin est préconçu, que je suis de mauvaise foi? Je ne crois pas. Je ne crois personnellement pas. Bien au contraire, quelqu'un peut tout simplement dire « j'ai pas de contrôle ». Parce que la vie est une fatalité, la vie est un destin préconçu. Mais
pas nécessairement être de mauvaise foi. L'attitude de stricte cohérence et l'attitude de bonne foi. Personnellement, j'y crois à la cohérence. Au niveau de notre évolution, j'y crois. Ça permet d'avoir une bonne foi, mais, encore une fois, je vais virer ça de bord. Est-ce que ça veut dire que si tu n'es pas cohérent dans la vie, ça veut dire que tu es de mauvaise foi? Parce que c'est ça qu'il nous dit, je répète, l'attitude de stricte cohérence et l'attitude de bonne foi. Mais ça sous-entend ça, que si on est de mauvaise foi, si on est incohérent, on est de mauvaise foi? Pas nécessairement. Ça l'aide, la cohérence, mais ça ne veut pas dire qu'on est de mauvaise foi. Alors, l'existentialisme met la liberté comme fondement de toutes les valeurs, qui est la valeur au-dessus. Au niveau de la liberté aussi, la liberté, il parle pas d'une liberté individuelle comme, disons, le libéralisme, mais parle davantage d'une liberté d'autrui. Donc, quoi? C'est qui? Gab. Ah, je fais une vidéo, les boys, ce sera pas long, je fais une vidéo de philo, là. Je suis obligé de vouloir en même temps que ma liberté, la liberté des autres. Donc effectivement la liberté n'est pas pour Sartre quelque chose d'individuel, mais c'est aussi quelque chose de collectif. Donc la liberté devrait être même une liberté altruiste. Les uns qui se cacheront par l'esprit de sérieux ou par des excuses déterministes, leur liberté totale, je les appellerai lâches. Maggie Tulliver, au lieu de préférer étourdiment son propre bonheur au nom de la solidarité humaine, choisit de se sacrifier et de renoncer à l'homme qu'elle aime. Un peu, je vais inclure ça. Cette femme, nanana. Ouais, c'est ça. Ça me fait réfléchir parce que il y a une histoire ici qui dit que Marie Tulliver se sacrifie sacrifie son bonheur à quelqu'un. La personne qu'elle aime, un homme. Bon. Je pense que c'est vrai d'une certaine manière que d'aimer quelqu'un quand on sait que la personne nous aime pas, ou même si on ne sait pas si la personne nous aime, c'est de sacrifier notre bonheur pour cette personne-là. C'est comme si le bonheur serait en face de nous, mais qu'on pourrait pas l'atteindre. Le bonheur total, je parle. OK? On a une partie du bonheur où on dirait qu'on l'a pas, on n'a pas ça, cette affaire-là. Fait que parfois, c'est mieux de tourner la page au niveau de l'amour et de pouvoir reprendre ce bonheur-là et dire tout simplement, l'amour arrivera quand il arrivera. De toute manière, ça c'est personnellement, je crois que pour ma part, l'amour va arriver d'une manière ou d'une autre. C'est une question de temps. Alors pourquoi m'angoisser avec ça? C'est un peu comme la mort. La mort n'est rien pour nous, parce que quand elle arrivera, je ne serai plus. Alors, je n'aurai pas de souffrance de la mort, puisque présentement, elle n'est pas là, et quand elle arrivera, je vais être inconscient. Alors, c'est un peu ça pour l'amour. L'amour est comme déterminé, selon moi, à arriver dans votre vie. Donc, aussi bien pas trop désirer se faire d'attente avec ça. On peut tout choisir si c'est sur le plan de l'engagement libre. Je pense qu'on peut pas tout choisir. Mais je pense que, ok, je pense qu'il dit, quand on a l'engagement libre, on peut tout choisir. Donc, je pense que c'est vrai. À cela, je réponds, bon, il y a un contexte, c'est pas grave. À cela, je réponds que je suis bien fâché qu'il en soit ainsi, mais si j'ai supprimé Dieu le Père, il faut bien quelqu'un pour inventer les valeurs. La vie n'a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez la vie, elle n'est rien, mais c'est à vous de lui donner un sens. Et la valeur n'est pas autre chose que ce que je sens que vous choisissez. Donc, effectivement, ça, je suis d'accord à ce niveau-là. Au niveau de l'existentialisme, ça, c'est très important. Je pense que une des choses les plus importantes de l'existentialisme, c'est de pouvoir choisir notre sens de la vie
parce que je pense que le sens de la vie n'est pas chose universelle. Je pense que le sens de la vie est une chose que nous devons choisir davantage subjectivement. Alors, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là et je vais faire une autre partie. Je vais faire 2 parties pour pouvoir méditer les parties avant de faire l'autre partie. Parce que des fois, j'ai besoin d'une légère réflexion avant de dire ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, je vais faire une autre partie si vous voulez l'écouter.